Ça fait partie des grandes différences avec l'Union soviétique, hein. On se rappelle tous que ça avait été une compétition technologique entre les Américains et les Soviétiques pendant la guerre froide, mais les Soviétiques n'ont jamais représenté plus de 40% du PNB des États-Unis. Avec le cas chinois, on a quelque chose de tout à fait différent, puisque sans doute le PNB non rapporté à parité de pouvoir d'achat va dépasser celui des États-Unis dans une dizaine d'années. Et donc, les moyens, si on rajoute en plus le nombre de personnes qui peuvent avoir des diplômes, faire des études d'ingénieur, d'informaticien, de chercheur, etc., on a vraiment, disons, une compétition qui n'est pas du tout de même nature. Et l'autre facteur qui, je crois, est quand même très, très intéressant, c'est que pour la Chine maintenant, le fait de ne plus être seulement un follower dans tout ce qui est technologie, mais être vraiment un leader, est devenu un impératif pour une croissance intensive. On n'est plus du tout dans le temps du début des années 2000, où les États-Unis considéraient que la Chine était essentiellement un fournisseur de produits à faible technologie, et finalement la Chine était un immense exportateur, puisque à un moment c'était pratiquement plus de 30% du PNB dans les exportations. Donc voilà, je crois que vraiment on est à la fois des capacités chinoises qui sont beaucoup plus importantes, une volonté politique qui est beaucoup plus importante dans tous les secteurs, hein. Il y a tout un programme pour des technologies de pointe de 2035, hein, que ce soit l'intelligence artificielle, l'espace, le big data, etc., etc. Et donc, oui, c'est un défi absolument considérable, d'autant plus, et ça sera mon dernier point, que ce sont beaucoup de ces technologies, évidemment, sont transposables dans le domaine militaire, c'est mon premier point. Et deuxième chose, peuvent créer des normes technologiques globales dans lesquelles, finalement, l'ensemble du monde risquerait d'être enserré. Les Américains se sont déjà en partie mobilisés. Ils considèrent d'ailleurs que finalement on a un affrontement entre les technodémocraties et le techno-autoritarisme, c'est-à-dire que les innovations technologiques entre les mains des démocraties, c'est quelque chose de bien, entre les mains des régimes autoritaires, c'est pas bien. C'est un peu la même réflexion sur le domaine militaire, hein. L'arme atomique chez les méchants, c'est pas bien, l'arme atomique chez les gentils, c'est bien. Donc, bien entendu, la mobilisation a commencé. Alors, il y a des formes assez traditionnelles de guerre économique, hein, c'est-à-dire des listes noires. Bon, on connaît tous l'affaire Huawei aussi pour éviter justement des progrès technologiques trop importants. On fait très attention, bien entendu, à toutes les formes d'espionnage qu'il peut y avoir du côté chinois. Donc ça, ce sont des réponses finalement relativement classiques. Une autre réponse finalement assez classique, c'est des grandes mobilisations. Et donc là, on est en train de discuter aux États-Unis de centaines de milliards de dollars qui seraient investis dans des secteurs scientifiques très important. Le problème est de savoir quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que finalement, on est dans une continuation des Américains qui s'aperçoivent qu'ils sont d'une certaine façon dans l'obligation de reconstruire leur pays plus que de reconstruire l'Afghanistan. C'était déjà une remarque que faisait Obama. Et donc, reconstruire leur pays, essayer d'avoir finalement des alliances technologiques à travers le monde pour les démocraties, et puis, bien entendu, investir dans des points de vulnérabilité ou au contraire dans des points qui peuvent poser des problèmes à la Chine. Un point de vulnérabilité, ce sont par exemple les terres rares. On sait que la Chine avait un quasi-monopole il y a une dizaine d'années. En tout cas, ça avait posé un certain nombre de problèmes. Donc, les Américains commencent à investir, notamment par exemple au Canada. Et puis, essayer de pousser l'avantage. Un des avantages connus dont on parle beaucoup sont les microprocesseurs, en alliance avec Taïwan. Taïwan et des grandes firmes taïwanaises comme TSMC qui investit maintenant aux États-Unis. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que les Américains sont en ordre de bataille comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide, mais on a quelques éléments. La seule nouveauté, me semble-t-il, c'est vraiment cette dimension d'alliance qu'il recherche aujourd'hui à l'échelle de l'ensemble des démocraties. L'impact sur l'opinion, c'est ce qui est le plus difficile à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'opinion en Europe et aux États-Unis est devenue beaucoup plus négative sur la Chine, notamment à cause de ces questions des droits de l'homme. Je pense que c'est vraiment la dimension pour laquelle
l'opinion peut être le plus sensible. On a l'impression de se retrouver un peu dans les années 60-70, hein, puisque finalement les critiques chinoises à l'égard des pratiques américaines des droits de l'homme, notamment sur les questions raciales, c'était le temps d'émeutes raciales, de grandes réflexions aux États-Unis sur la ségrégation raciale, là c'est pas très nouveau. Dans le discours des droits de l'homme chinois, de dire finalement que les droits de l'homme c'est quelque chose de bourgeois, ça aussi c'est très l'époque communiste, années 60-70, pour dire que finalement les droits économiques et sociaux sont plus importants que les droits civils et politiques, que à quoi ça sert d'avoir le droit de vote et de la liberté de la presse si vous avez le ventre vide. Ça c'est une critique traditionnelle. En revanche, depuis les années 90, et je crois que ça c'est assez nouveau, et ça a beaucoup d'écho dans les pays du Sud, c'est de critiquer finalement la prétention à l'universalisme des droits de l'homme en disant finalement ce sont des idées occidentales et donc on peut tout à fait résister à c'est une conception occidentale alors qu'il y a des conceptions chinoises, des conceptions islamiques des droits de l'homme. Et donc ça a un écho important, d'où les succès de la Chine dans les instances des Nations Unies sur la question des droits de l'homme. Et le troisième point, la troisième dimension qui me semble-t-il est encore est nouvelle aussi, c'est de dire, ben voilà, nous, les Chinois, on n'essaye pas d'imposer nos valeurs. Et donc, finalement, vous, les Américains, vous essayez, et les Occidentaux, vous essayez d'imposer vos valeurs. Et ça aussi, finalement, ça donne plutôt des points dans le tiers-monde pour la Chine. Donc, si je devais faire la conclusion, du côté occidental, on a l'impression qu'il y a plutôt une hostilité à la Chine, et en tout cas une image dégradée de la Chine à cause de ces questions des droits de l'homme. Au contraire, ce type de polémique a plutôt un effet positif pour la Chine dans les pays du Sud et bien sûr en Russie, parce que justement, ça permet de résister au rouleau compresseur des droits de l'homme à l'occidental.